Bonjour à toutes et à tous. Et oui, Clap de fin vous propose aujourd'hui une critique et une analyse de l'épisode 16 de The Walking Dead, le fameux season final intitulé Wrath, la colère. Et pour une fois, je ne vais non pas analyser l'épisode de façon globale, regrouper certaines intrigues ou certains personnages, mais j'ai plutôt choisi de me laisser porter par la chronologie même de l'épisode, étant donné que tous les personnages convergent bien sûr au même point et au même dénouement. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Je suis présent sur les réseaux. Et oui, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et qui plus est, voilà, c'est le début de la chaîne, c'est balbutiement, donc c'est toujours difficile de se faire une place sur YouTube. Donc n'hésitez pas à m'apporter votre soutien. L'épisode commence donc tout en douceur avec une scène d'ouverture qui nous propose un ultime moment émotion avant la vraie bataille à venir. Et oui, ce sont donc bien Rick et Siddy que nous retrouvons et qui vont évoquer les circonstances de la morsure de Carl. Et oui, on retrouve un Rick qui ne souhaite non pas tourner la page, mais plutôt, j'ai envie de dire, boucler sa boucle. Il demeure vraiment plus ouvert à la disparition de Carl, et surtout depuis la lecture de la fameuse lettre, c'est d'ailleurs Michonne qui a eu un rôle crucial là-dedans. Vous le savez, c'est un petit peu dur réchauffé, mais Siddiq fait donc référence aux croyances de sa mère, qui pourront, je pense, paraître pour certains assez fantasques, mais aussi l'envie de Karl de l'honorer, et donc une prise de risque quelque peu stupide au bout du compte. Mais alors que Rick est censé être le moteur à émotion de cette scène, au final, et c'est très subjectif, mais je trouve que le personnage de Siddiq, l'acteur, sublime vraiment tout ce qu'il touche. Et c'est lui justement qui mène la scène devant Andrew Lincoln, quand même, le monstre. Et voilà, donc pour un petit nouveau, c'est quand même pas mal. Siddiq confirme clairement son très fort potentiel émotionnel. Ça donne vraiment des perspectives enthousiasmantes pour la suite en tout cas, s'il se décide enfin à l'utiliser bien sûr. Le baromètre folie de Morgan est toujours bel et bien présent. Il se donne clairement un spectacle devant tout le groupe et ce pour la première fois. Mais il tient pour une fois des propos plutôt cohérents avec Rick. Ça faisait hyper longtemps. On se dirige tranquillement mais sûrement au sanctuaire qui est vraiment sur le pied de guerre, qui s'organise pour la bataille à venir. Et tout cela est bien sûr seulement permis grâce à l'apport énorme d'Eugène et dans la création de ces fameuses munitions. Eugène qui vient justement remettre à Negan un revolver. Et on voit bien Eugène insiste grandement pour que Negan le teste sur un mannequin sur le champ. Et oui, on espère tous à ce moment-là que le revolver donné à Negan est simplement un leurre. On espère tous grandement un sursaut de la part d'Eugène. Mais aucun indice n'est visible derrière son visage, son faciès impassible, intense, comme à l'accoutumée. Et après le massacre de certains sauveurs envoyés au casse-pipe injustement par Negan, qui bien sûr veut faire croire à la véracité du plan transmis par Dwight au groupe de Rick bien sûr, on retrouve Morgan qui nous octroie une dernière mise à mort violente et hyper stylée, comme lui seul en a le secret. Ce qui ne manquera pas de faire apparaître en vision, et ce pour la première fois, Jared, l'enfant prodigue, qui mettra en lumière la violence et la cruauté de Morgan. Joli clin d'œil pour l'apparition de Jared, ces simples quelques lignes de dialogue auront suffi pour me faire sourire et qui vraiment se sera bien distingué dans les rares scènes auxquelles il a participé. On rebascule pour une scène importante dans le véhicule de Negan avec Eugène et le Padre Gabriel qui sont bien sûr présents. Où le Padre Gabriel saute en route, j'étais persuadé qu'il était définitivement et pleinement aveugle. J'avais noté quelques indices qui allaient dans ce sens. Dans tous les cas, Eugène le rattrape et avec une énorme conviction, il lui dit « Où est ta foi dans ce moment critique? C'est maintenant ou jamais ?» Et je pense que là, on est tous d'accord, mais Eugène nous lâche un énorme indice sur ses réelles intentions.
Eugène ne souhaitait absolument pas que le Padre Gabriel prenne ces risques inutiles, hein, au risque de le faire tuer bien sûr, hein. On sent vraiment, en tout cas, on a envie d'y croire que le piège se referme sur les sauveurs. On a ensuite accès à la scène la plus ridicule de cet épisode. On a le droit à un coaching, mais tellement ridicule de Jésus, avec son ce côté du bâton pour les morts, ce côté-là pour les vivants. Il parle à Morgane comme si Morgane était un homme de 6 ans, ou pire, avec 22 QI. Comme s'il était incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Et avec un Morgan qui acquiesce et qui applique ce théorème extraordinaire à la lettre dans la scène suivante. Donc non, 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 bien sûr que non. Quelle scène inutile, quelle mauvaise écriture. Cette scène a vraiment tout faux et est peut-être la seule énorme faiblesse de cet épisode. Et tout de suite après, on voit le groupe s'arrêter en pleine campagne et scruter l'horizon. Et je ne m'en étais pas rendu compte avec ma qualité merdique d'image, mais une énorme horde de zombies est à proximité, et avec sûrement les Whisperers, donc les prochains antagonistes de la série, qui sont disséminés à l'intérieur bien sûr. Et donc le groupe de Rick se retrouve au point d'impact pour prendre par surprise les sauveurs et Negan. Mais il se retrouve finalement pris à son propre piège, avec toujours l'éternel et jouissif sifflement de Negan, hein, toujours présent pour entamer l'aspect psychologique de ses adversaires. Et quand j'ai revisionné une deuxième fois l'épisode, oui, là clairement, si on cherche la petite bête, il y a un très gros problème de crédibilité. Le groupe entier se retrouve dans un endroit désert, dans le creux d'une vallée, et donc n'ayant aucune visibilité lointaine, et donc de potentiels ennemis pouvant surplomber leur position, hein. Et surtout aucun éclaireur qui a fait son job au préalable, voilà, pour avoir une certaine vision globale de la situation. Est-ce que c'est vraiment possible? Bref, on s'en fout. Dans le feu de l'action, ce qui nous intéresse, c'est qu'on commence à s'apercevoir à des changements sur le faciès de Eugène. On sent que quelque chose d'improduit va se produire. Notre rythme cardiaque s'accélère. On commence à avoir tous de l'espoir, je pense. Tous les sauveurs se profilent à l'horizon et au moment de shooter, tous leurs chargeurs s'enrayent, leur infligeant à chacun des blessures plus ou moins importantes. Putain, là, c'était grandiose, quelle surprise et quelle mise en scène surtout. Je n'ai aucune idée quant à la crédibilité, mais revoir les armes s'autodétruire et voltiger en l'air, c'était carrément classe, quoi. On pouvait imaginer un piratage des travailleurs du sanctuaire qui étaient présents dans l'avant-poste, bien sûr le Padre Gabriel, mais je pense qu'au fond nous, on souhaitait tous que cela provienne d'Eugène. Et vous aurez remarqué que malgré le fait qu'il sera considéré, je pense, comme le traître des deux factions même, hein, il n'en demeure pas moins que chacune des actions d'Eugène aura toujours eu pour but de sauver les humains dans leur intégralité, et c'est peut-être lui qui est le plus dans l'équilibre. Donc bravo et merci Eugène. S'en suivra une rixe très aisément gagnée par le groupe de Rick bien sûr, avec très peu de morts chez les sauveurs et sûrement aucun pour notre groupe, et une réédition totale des sauveurs bien sûr. On a pu aussi voir une intervention plus que ridicule, et comment s'en douter, du groupe d'Oceanside qui ne mérite vraiment aucun commentaire dans cette vidéo. Et on finit sur Rosita qui sauve Eugène. C'était bien sûr téléphoné, mais franchement j'étais super content comme un gosse. Et voilà, et le coup de poing qui arrivera un peu plus tard, voilà, ça faisait aussi extrêmement plaisir, et voilà, ça le faisait quoi. Et pour conclure ce conflit, on arrive au moment fatidique, hein. Et oui, on aperçoit Negan courir en direction de l'arbre. Et bien sûr, c'est l'arbre sur lequel il y a des vitraux. Et bien sûr, cet arbre nous renvoie aux nombreux flash-forward vus de maintes fois depuis la saison 8 partie 1. Et bien sûr, les mots légendaires My mercy prevails over my wrath. Et Ulrich devrait normalement, je dis bien normalement, épargner Negan. Vous en avez douté, hein? Parce que moi, oui, complètement. Et après un ultime combat à main nue, Negan commence à parlementer et nous dit clairement, et moi j'ai beaucoup aimé, que lors de la mise à mort de Glenn et d'Abraham, vous savez, le fameux Amstramgram, eh ben c'était du gros bidon et il n'aurait jamais pu tuer un père devant son fils.
Donc voilà, beau gosse. Et vous aurez remarqué que, encore une fois, tout tourne autour de Carl, bien sûr. Eric en profite pour relancer Negan, parle de Carl, des valeurs qu'il a voulu leur transmettre, et il joue justement sur la corde sensible de Negan, hein. Carl. Et encore une fois, ça fait très bizarre, ça manque peut-être un petit peu de subtilité, mais moi, ça me fait plaisir. Negan est clairement touché. C'est dingue, c'est fou l'effet et l'attraction qu'aura eu Carl sur Negan, hein. Et Rick profite de ce moment de faiblesse pour lui trancher la gorge lâchement, hein, j'ai envie de dire. Et donc là, honnêtement, hallucination totale, en tout cas pour ma part, hein, je pense que je ne suis pas le seul. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Tout mon monde s'effondre. Non, c'est pas vrai. Mais là, sachant pertinemment et assurément qu'il est en train de mourir, comme vous avez peut-être pu le voir dans ma vidéo réaction live, pour moi, il était clairement écrit que cela devait être Maggie, le bourreau de Negan. Il ne pouvait pas en être autrement. Et oui, j'avais justement revu l'épisode 1 de la saison 7, celle de la mise à mort de Glenn, oui, pour me mettre en condition pour ce season final. Et oui, clairement, c'était à Maggie de tuer Negan. Et là, à la surprise générale, il demande à Siddiq de le sauver. Déjà, est-ce possible de réellement soigner ce type de blessure comme ça, sans rien, sans matériel, sans hôpitaux, sans rien? Donc, avis aux experts, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, à quel moment prend-il la décision de le sauver? Et surtout, pourquoi? Bien sûr, les mots de Karl, on en est tous là, mais est-ce que le fait qu'il y ait du public qui assiste justement à la mort de Negan influe sur sa prise de décision? J'ai pas réussi à comprendre le moment ultime, donc je ne sais pas, aidez-moi à y voir plus clair. Je me pose encore des questions. Tout ça reste un petit peu flou et je ne sais pas, ça manque peut-être un petit peu de subtilité. J'ai pas réussi à avoir les petits ingrédients qui ont fait que voilà, ça allait basculer en ce sens. Bref, Maggie pète un plomb, normal. Et là, je pense qu'on est tous d'accord, mais Eric se moque totalement de ses sentiments, hein. Imaginez une seule seconde que son fils Carl ait été massacré par Negan dans les mêmes conditions. Et je vous promets, après avoir vu l'épisode 1 de la saison 7, voilà, le corps de Glenn, ça devient non plus un corps humain, c'est de la viande. C'est de la viande, mais c'est juste atroce. Donc voilà, en tout cas, l'actrice est monstrueuse à ce moment-là. Elle est criante de vérité et de crédibilité. On se demande toujours pourquoi Maggie a-t-elle été tant sous-exploitée depuis 2 ou 3 saisons. Rick veut donc faire front commun, englober les sauveurs pour ce nouveau monde, exactement comme le souhaitait son fils Carl. Les mots de Carl sont entendus et Rick les diffuse à son auditoire, hein. Et oui, clairement, Carl laisse une trace indélébile sur cet épisode, sur cette saison 8, partie 2. Et dans sa mort, il succède clairement la tête haute à Herschel et à Glenn, qui étaient vraiment les fers de lance et les garants dans les saisons précédentes du bon comportement et des limites à ne pas dépasser. J'ai trouvé le discours de Rick bien écrit, bien interprété. Bon, en même temps, normal quoi, c'est pas une surprise. Mais en tout cas, il était crédible. Les mots sont vraiment bien choisis et ça faisait longtemps que je n'avais pas approuvé un discours de remobilisation devant autant de personnes. Les derniers auxquels j'avais assisté étaient vraiment très mous et je n'y croyais pas une seule seconde. Et bien sûr, on revit avec notre temporalité la scène des mots mythiques My mercy prevails over my wrath. C'était parfait, tout prend son sens. Bon, une petite boutade, vous aurez remarqué une petite conversation entre Alden et Maggie. Et oui, Alden veut clairement pécho Maggie, hein, en tout cas, le showrunner insiste là-dessus. Donc voilà, je trouve ça détestable et dégoûtant. Je n'ai toujours pas fait mon deuil de Glenn. Ma blessure est encore ouverte, donc non, il est hors de question que Maggie se mette en couple dans la suite de la série. C'est absolument hors de question. Je vous l'interdis. Et petite fausse note, on retrouve une mini happy ending avec de tendres regards entre Rosita, Laura, Tara, les 2 femmes esclaves de Negan. C'est pas grave, mais ça fait vraiment too much pour la série. C'était un peu déplacé. Et dans ce flot de bonnes scènes et de scènes plutôt moyennes, voire pas terribles, j'avais complètement oublié
Oui, bien sûr, un moment craint par tous les téléspectateurs, parce que je pense qu'on s'est tous attachés à ce personnage-là. Mais oui, c'était annoncé l'exécution de Dwight par Daryl, bien sûr. Et oui, Dwight qui accepte son sort sans sourciller, vraiment très crédible. Mais tout ça est possible seulement par l'acteur qui est juste bluffant de justesse, mais depuis le début. Hein. Et puis on l'entend, il le dit Me, I'm just a piece of shit, je suis qu'une merde. Et oui, on en redemande du Dwighty Boy malheureusement. Daryl ne va pas le tuer, mais va le contraindre à l'exil hein, et à retrouver sa femme. C'est pas une mauvaise fin en soi, mais pour nous, téléspectateurs, c'est frustrant. Je pense qu'on avait tellement tous envie de voir Dwight voilà, un petit peu prendre la température avec ce nouveau groupe et le voir tisser des liens ou pas avec certains personnages. C'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de voir à l'écran et voilà qui allait être intéressant parce que voilà le personnage est intéressant et il est incarné à merveille. Donc voilà, ça laissait de grandes perspectives pour la suite et finalement, a priori, ce ne sera pas le cas. Bien sûr, on pourra toujours le revoir dans les prochaines saisons, il n'est pas mort, ou peut-être même dans la petite sœur Fear the Walking Dead, hein, où tous les acteurs semblent se diriger, hein, c'est un peu bizarre en ce moment ce qu'il y a, c'est à la mode. Mais bon, voilà, c'est dommage. Et oui, c'est vraiment ma plus grosse désillusion dans cet épisode. On tenait enfin là un personnage capable potentiellement de se mettre au niveau des personnages emblématiques disparus. Mais le plus important, c'est que Dwight a souri, ouais, carrément. Il a retrouvé une lettre de sa femme chérie et c'est tellement le personnage le plus triste de la série, ben bien sûr, on est content pour lui et je pense qu'on lui souhaite tous le meilleur. Et pour conclure, tout l'arc réservé à Morgan dans cette saison 8, partie 1 et partie 2 qui a été complètement raté, cela nous amène finalement à la décharge. Oui, Morgan se rend à la décharge et pour s'y installer, hein, pour se mettre à l'écart de tout le monde, il a vraiment besoin de quiétude et de ne plus avoir de lien et de proximité avec des gens. Il a besoin de se ressourcer. Il y rencontrera là-bas justement Jadis. Et sachez que vous retrouverez dans Fear the Walking Dead donc la suite des aventures de Morgan à la décharge, hein, donc dans l'épisode 1 de la saison 4, qui est justement sorti en même temps que ce season final. Et j'en profite pour ceux qui ne sont pas à jour dans la série Fear the Walking Dead et qui, comme moi, apprécient la série et l'univers de The Walking Dead. C'est vrai que la série a été d'abord catastrophique, puis pas terrible, et la saison 3 commence tout juste à être correcte. Et voilà, et là on arrive en saison 4, et il va se passer beaucoup de crossover entre les deux séries. On y voit même en début d'épisode 1, donc de la saison 4, Jésus, Carol et Rick, hein, donc dans Fear the Walking Dead, oui, vous ne rêvez pas. Et voilà, et moi j'ai repris dès lors que j'ai su que Morgan allait être transféré. Bref, Jadis, qui s'appellerait finalement Anne, est acceptée par Rick et Morgan lui propose justement de s'intégrer au groupe et elle semble donc s'y diriger. Dans tous les cas, Jadis est vraiment passé du personnage inexistant à mes yeux au personnage hyper important. Son intrigue m'aura tenu en haleine tout au long de la saison. Pour au final ne rien donner, hein. Donc voilà, c'est dommage. Tout ça pour rien, en tout cas pour l'instant. Bon, voilà, peut-être que IMC souhaite garder ses cartouches pour plus tard, mais bon. Dans tous les cas, non, Jadis ne doit absolument pas intégrer le groupe de Rick et rejoindre Rick, hein, Rick qu'il a quand même rejeté comme une malpropre. Hein, vous vous souvenez, au cours de cette saison 8, partie 2. Donc non, elle a le charisme pour, elle a tout ce qu'il faut pour, reste indépendante et trace ta route toute seule. Et cerise sur le gâteau, la série nous propose, et j'espère que cela sera grandement exploité, de profonds ressentiments de Maggie à l'encontre de Michonne et de Rick, hein, qui lui ont clairement enlevé sa vengeance personnelle. Le ton est donc donné et j'espère qu'aucun retour en arrière ne sera effectué. Maggie, Daryl et Jésus semblent se diriger vers le second conflit interne depuis le fameux conflit Shane-Rick, hein, qui nous a duré pendant 2 saisons, dans les saisons 1 et 2. Et donc je ne sais pas si IMC et la nouvelle showrunner auront les épaules pour rendre ce conflit crédible, mais voilà, toutes les cartes étant redistribuées en cette fin d'épisode, tout est permis pour la suite, car pour la première fois, on a vraiment eu l'impression
que The Walking Dead aurait pu s'arrêter ici avec cet ultime épisode, avec cette sorte d'happy ending où quasiment toutes les intrigues semblaient plus ou moins bouclées. Dans tous les cas, le renouveau de la série semble totalement acté et vraiment, ça donne envie. Voilà un épisode 16 qui viendra mettre un terme et conclure l'arc réservé, un énorme arc réservé à Negan et ses sauveurs. Oui, parce qu'on en parle quand même depuis, je crois, la saison 6, hein, donc 3 saisons. C'est quand même énorme. Et malgré les quelques faiblesses que j'ai évoquées, bien sûr, dans cette vidéo, moi, l'épisode 16 m'a totalement transporté et m'a vraiment conquis. C'était non pas un épisode extraordinaire, mais il est vraiment venu conclure de belle façon tout cet arc-là. Les scènes d'ouverture et de fin étaient très réussies et vraiment très touchantes. La lettre de Rick pour son fils était parfaite en guise de conclusion. Et même dans son développement, je revois clairement des fulgurances, hein, avec les armes qui explosent, la lacération du cou de Negan, Dwight qui sourit, magnifique, et Maggie qui sort les crocs. Franchement, c'était cool, quoi, non? Et bien sûr, je n'ai tellement pas envie de quitter l'univers de The Walking Dead que j'ai besoin de mon shoot. Et c'est pourquoi j'ai très envie de vous proposer un bilan global de la saison 8 et ainsi ajouter à ce bilan mes théories pour la saison 9 et pour le futur de la série. Donc voilà, je pense sortir cette nouvelle vidéo, j'espère ce week-end, voire en début de semaine prochaine, même si la semaine prochaine va être très chargée avec le retour de Westworld et bien sûr The Avengers, le film. Donc voilà, donc on va essayer de caler tout ça ensemble. Bien sûr, merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes vraiment courageux. Je vous encourage bien sûr toujours à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à laisser un petit commentaire, à me dire voilà ce que vous avez pensé, même mes questionnements que j'ai eu à travers cette vidéo. Voilà, un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite sur Clap de Fin. Prenez soin de vous, restez connectés. Salut!